Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en pleine forme, j'espère pour vous. Pour le point lecture de cet été 2023, on va faire l'été en entier, en tout cas la saison de juillet-août. Ça va aller plutôt vite, je pense. Enfin, voilà, à chaque fois je dis ça, mais ça dure 2 heures. Bref, on y va tout de suite. Alors, messieurs, dames, ce sera un bilan un petit peu tronqué. Car déjà j'ai enlevé en fait tout ce qui était plib et j'ai enlevé tout ce qui était autre chose. Voilà, j'ai lu pas mal de mangas en fait qui feront partie, qui feront l'objet d'une vidéo spéciale. Donc ceux-là je les ai enlevés en fait. Donc il y a pas mal de choses qui ont viré. Genre j'ai commencé l'été à peu près, on va dire les vacances, j'ai terminé Tiziri, j'ai fait Mémoire de la forêt, L'Empire des femmes, il y a Sistra quelque part aussi, et après il y a un, deux, il y a 2 mangas pour l'instant dont je peux pas vous parler tout de suite. C'est tout. Alors, il y a un petit peu de manga, il y a un petit peu de bande dessinée. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par les mangas. Ce n'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai lu. Hein. Voilà, c'est pas grave. On va commencer avec Chat de Yakuza, le tome 4, le dernier tome. Hein. Des aventures du petit Sabou, c'est ça Sabou, oui, qui est désormais un plus grand chat. Voilà, il est prêt à être adopté au Café Fluffy. Et puis, est-ce que ça va bien se passer dans sa famille d'adoption? Est-ce que le Café Fluffy va pas lui manquer? Etc. Et c'est chez Doki Doki, toujours, hein, de toujours Riddle Kamimura. Et bon, c'est toujours trop mignon, hein, le petit chaton qui découvre un petit peu la vie, qui fait ses griffes, qui... Ah, il est trop mignon. J'adore. Enfin, j'adore. C'était vraiment trop mignon et voilà. Je suis un peu dégoûtée que ce soit terminé parce que j'aurais bien aimé poursuivre un petit peu ses aventures, mais c'est pas grave. Fin ouverte, mais bon, voilà, c'est terminé, c'est terminé. Mais ça m'empêchera pas, je pense, de les relire de temps en temps parce que c'était vraiment trop mignon. On continue dans les illustrés, on va dire comme ça, les livres avec des images, avec, alors là, donc c'est recommandations de monsieur. Moi, j'avais jamais lu. Vous allez dire, non, mais quoi, tu connaissais pas, gna. Je connaissais que de nom. J'avais jamais lu, ni écouté. Le donjon de Nullbuck. Donc, j'ai fait du tome 1 à 5. Donc, en gros, ça correspond à première saison partie 1, première saison partie 2. Là. Et ensuite, deuxième saison, partie 1 à 3. Voilà. Donc c'est monsieur qui les avait et puis du coup je les ai lus et franchement j'ai trop aimé. Alors de quoi ça s'agit? Attendez, je reprends le premier. Voilà, donc c'est cette espèce de troupe, cette espèce de compagnie comme on peut les rencontrer partout dans l'Heroic Fantasy, imaginez un peu la communauté de l'anneau, un peu du jeu de rôle, etc. D'ailleurs pas mal de clins d'œil au JDR. Donc vraiment sympa. Donc toute cette belle compagnie va partir en quête d'une relique, la dernière statuette de Gladolfera, qui permettra l'accomplissement d'une prophétie. Voilà. Mais c'est vraiment une équipe de bras cassés. Ils sont tous des aventuriers niveau 1. Voilà. C'est dit, hein, vraiment c'est dit, voilà, c'est niveau 1, peut-être à des moments ils montent de niveau, etc. On a une elfe qui aime bien se mettre un petit peu à poil, une sorcière qui sait pas tellement faire de magie, un nain qui ne pense qu'à taper sur l'elfe, etc. Un troll, enfin on a un peu de tout. Et voilà, donc toute cette joyeuse bande va partir à l'aventure, à la recherche de cette statuette, et c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment bien fait, je ne sais plus dans lequel, en fait il y a comme s'il y avait un dé qui était lancé un peu vraiment comme un jeu de rôle, et c'est vraiment trop bien fait. Franchement, c'était super. Et ça par contre, je vais le continuer. Ça se lit tout seul, c'est rigolo et tout, donc à continuer. On continue avec du polar, voilà, on terminera par autre chose après. Avec 10 de Marine Carteron, donc chez Rouergue, c'est la collection Dos à dos noir.
Alors, ça se passe à peu près à notre époque. Voilà, peu importe. C'est 7 adolescents, 3 adultes qui se retrouvent sur une île dans un manoir. Ils sont engagés pour ils pensent être engagés pour une télé-réalité sous forme d'escape game littéraire. Mais en fait, un secret les réunit et les disparitions s'enchaînent. Donc vous l'aurez peut-être compris, si vous connaissez un petit peu le roman de base, c'est un peu une réécriture du roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10, anciennement Les 10 petits nègres. Voilà, donc là ça se passe sur une île et en fait ça parle de harcèlement. Voilà, c'était hyper bien, c'est vachement bien fait, franchement je l'ai lu peut-être en 2 jours. C'était trop bien, vraiment je vous le recommande, je recommande aussi aux ados. Voilà, même s'il faut pas faire ce qui se fait dedans, hein. Mais voilà, je le recommande vraiment vivement. C'était vraiment très bien, mettez-le dans le plus de mains possible. On continue avec La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser chez HarperCollins Poche. Alors c'est l'histoire de Théa qui a découvert en fait que son mari l'a trompée avec une de ses meilleures amies. Son patron vient de la licencier et en fait elle reçoit une lettre d'un notaire qui lui apprend qu'elle a hérité du cottage en Écosse d'un de ses grands-oncles et avec ce cottage vient une énorme bibliothèque de livres anciens. Elle décide de prendre un break, de partir en Écosse, voilà, à cette maison pour faire tous les papiers, etc. Et en fait, en voulant chercher des conseils pour vendre les livres anciens, elle tombe sur Édouard, le libraire un petit peu revêche du village. Voilà. On imagine un petit peu ce qui s'ensuit, et en fait, pas du tout. Enfin, si, mais non. Je m'explique. Ce livre, en fait, vraiment, pour Transgénien, Théa devra percer les secrets du bouquiniste. Alors, tel que c'est décrit, on pourrait croire que ça va être une romance. Désolée, j'ai éternué. Donc, tel que c'est écrit, je m'attendais à une romance, vraiment. C'est long. C'était vraiment trop long. C'était très introspectif. Alors moi, j'ai pas 44 ans en plein divorce, ni chômage, donc peut-être que en fait je me sens pas concernée. Je sais pas. Mais bon, c'est quand même pas la première lecture que je fais où je m'identifie pas spécialement à l'héroïne, mais en fait j'accroche quand même. Là, j'ai pas accroché. C'est vraiment trop dans l'introspection, dans ce qu'elle ressent face à la nature, ce qu'elle ressent face à la tromperie, ce qu'elle ressent face à ses émotions. C'est bien, mais trop long en fait, trop long. Ça manque un peu d'action, vraiment. En effet, il y a un petit chat, on le voit quasiment pas. Et la romance en fait passe vraiment au millième plan. C'est vraiment pas le sujet du roman en fait, pas du tout. Le sujet du roman c'est, on va dire, la reconstruction après le divorce, le nouveau départ, etc. Voilà, donc déception. J'ai mis un temps infini à le lire. Voilà, vraiment, et un peu déçu. Et on termine avec Un sigel les bulles de savon de Marie Varey chez Charleston que j'avais reçu pour mon anniversaire l'an dernier. Voilà, donc il était temps quand même que je le lise. Alors, on fait la connaissance de plusieurs femmes. On fait la connaissance de Claire, qui vient d'être licenciée et elle vient tout juste d'apprendre sa grossesse et elle est ravie de sa grossesse. On fait la connaissance d'Océane, qui est une étudiante aux États-Unis, voilà, et qui s'inscrit à un cours d'écriture contre l'avis de son père. On fait la connaissance aussi de une inconnue, en fait, on va dire ça comme ça, d'une inconnue qui est à Bali et qui vient d'abandonner son enfant. Voilà, elle a été submergée par ce qu'était la maternité et en fait elle a tout plaqué pour partir au bout du monde en laissant en fait son bébé derrière elle. Ces 3 femmes, pourtant si éloignées l'une de l'autre, en fait sont très liées. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais voilà, elles sont liées les unes avec les autres. On se demande pendant très longtemps qui est cette inconnue en fait qui est partie sans son bébé. Est-ce que c'est Claire qui finalement en fait était épanouie dans sa grossesse mais a eu un baby blues et du coup a tout plaqué? Est-ce que c'est Océane qui tombe un peu sous le charme de son professeur d'écriture?
Est-ce que c'est un autre personnage? Est-ce qu'on le saura jamais? Moi, je sais, évidemment. C'était trop bien, vraiment. Alors, j'ai eu un peu de mal au début, en fait, avec le fait de rencontrer tout de suite cette mère qui abandonne son bébé. Voilà, j'ai eu un peu de mal parce que ça me en fait la manière dont c'était raconté, etc. J'ai eu un peu comme un mouvement de recul. Donc, j'ai dit, bon, on va donner sa chance au roman quand même, hein. Et j'ai poursuivi, et oh là là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré à la fin, c'était très beau. C'était magnifique. Voilà, c'est le courage des femmes, le courage des mères, etc. C'était vraiment très très beau. Ça se lit tout seul, vraiment pareil. J'ai pas mis longtemps à le lire, je vais essayer de retrouver. Enfin après, je sais qu'il y en a qui lisent beaucoup plus vite que moi, hein, d'accord, mais moi quand je dis j'ai pas mis longtemps à le lire, je me comprends. Ouais, c'est ça, en ayant repris le travail, j'ai dû le lire en 3 jours, voilà. Donc en ayant repris le travail, si j'avais pas repris le travail que j'avais pu lire, franchement, je l'aurais dévoré en à peine 2 jours. C'est sûr et certain. Très très émouvant et très beau. Un style assez reconnaissable en fait entre chaque personnage. On reconnaît en fait un peu, la plume change un peu, donc ça j'apprécie ça. En fait, quand on a une espèce de roman choral, mais où en fait le style ne change jamais, bah c'est moins crédible. Voilà, tout le monde ne parle pas de la même façon dans la vraie vie, donc c'est vrai que j'apprécie beaucoup quand on a un roman où il y a plusieurs personnes qui s'expriment. On sent le style qui change. Donc là, c'est infime, hein, voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais très très bien. Petit attachement au personnage d'Océane qui est un petit peu boulotte, un petit peu gourmande, très très sensible et voilà, qui a une passion pour les bulles de savon. Et voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, hein, c'est en barre d'infos. Mais pareil, ça, lisez-le, ça fait beaucoup de bien. Même si ça fait pleurer, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, on termine, il y en a encore un que j'ai oublié, avec la chronique des Bridgerton, tome 3, que je vous mets là parce que je l'ai sur liseuse, voilà. Donc cette fois-ci, c'est au tour de Bénédicte, le deuxième enfant des Bridgerton, le deuxième garçon, d'essayer de trouver chaussure à son pied. Et chaussure à son pied, c'est le cas de le dire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, de quoi ça s'agit? Nous rencontrons Sophie Beckett, qui est la fille bâtarde du comte de Penwood, et un beau jour, le comte de Penwood, en fait, épouse en seconde noces une veuve qui a 2 filles. Quand le comte de Penwood meurt, la marâtre garde à son service Sophie Beckett et vraiment la réduit à la mendicité, à la domesticité, pas la mendicité, quoique quasi à la domesticité, à son service ainsi qu'au service de ses filles, et vraiment la traite comme une souillon. Voilà. Un beau soir, le bal annuel, le bal masqué annuel des Bridgerton est annoncé. Sophie se faufile, trouve une tenue, trouve un masque, etc. Se faufile pour assister au bal et fait la rencontre de Benedict Bridgerton. Elle ne sait pas qui il est. Évidemment, il ne sait pas qui elle est car elle est masquée. Et petit coup de cœur, Benedict a, voilà, petite connexion avec cette belle inconnue qui s'enfuit avant que tout le monde enlève son masque et avant de lui avoir donné son nom. Il la recherche pendant 1 an, je crois, enfin pendant longtemps, il la recherche pendant qu'elle est repartie à ses cuisines et à ses ourlets. Et un beau jour, il se retrouve, et évidemment lui ne la reconnaît pas, elle l'a bien reconnue, mais elle n'est pas du même monde que lui. Elle est domestique, bâtarde en plus, lui est un fils de vicomte. Donc lui, il lui propose en fait de devenir sa maîtresse. Elle est scandalisée, elle ne veut pas, donc ça va être un petit peu un jeu de chat et de la souris. Alors, pourquoi est-ce que je parlais tout à l'heure de chaussures à son pied? Parce que vous aurez compris au début du résumé qu'en fait on a une sorte de réinterprétation du conte de Cendrillon. Voilà au début, hein, voilà, je vais pas vous raconter Cendrillon, vous connaissez. Et c'était sympa, je l'ai lu assez rapidement aussi, hein. En général, la chronique des Bridgerton, c'est ma lecture de plage l'été. Avec des petites romances de poche, etc. Et puis, bah voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe. Et je n'ai pas vu si celui-là allait être adapté
en fait en série sur Netflix. Si j'ai bien compris, la prochaine saison sera autour de Penelope Featherington. Donc, j'ai l'impression qu'en fait qu'on va sauter le tome 3. J'ai l'impression qu'on va, sans mauvais jeu de mots, sauter Bénédicte en fait. Sans sous-entendu grave le derrière, hein, on se calme. Je crois qu'on va sauter Bénédicte, on verra. Surprise. Voilà, cette fois-ci c'est terminé pour de bon, messieurs, dames. J'ai plus rien à vous dire. Voilà, il y a des choses que j'ai lues mais qui sont après, qui sera sur le mois de septembre et tout et tout. Oh, je suis mal coiffée. Ce sera pas dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai lu des choses avant de commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ce sera bien quand même, hein. Je vous en parlerai fin septembre. En tout cas, messieurs, dames, sur ces bons mots, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Tout ce que vous voulez selon le moment auquel vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.